Donc, l'étape du brillantage permet à ce que le fini de surface de la pièce après l'anodisation, donc le brillantage est bel et bien effectué avant l'anodisation, mais elle permet à la pièce d'obtenir un meilleur fini de surface après l'anodisation. Le brillantage permet en quelque sorte de réparer ou de peaufiner l'étape du décapage préalable en supprimant les dernières petites irrégularités qui vont permettre à la pièce d'être plus brillante et d'avoir une plus belle apparence à la fin de l'anodisation. Deux voies possibles peuvent permettre de procéder au brillantage. Il y a le procédé par brillantage électrolytique, le procédé de brillantage chimique. Le procédé de brillantage électrolytique consiste simplement à placer la pièce dans une cellule électrochimique en tant qu'anode et appliquer une potentielle. Donc, il va y avoir un effet de brillantage par l'application du potentiel. Mais le plus souvent, on procède plutôt au brillantage chimique avec une solution spéciale composée d'un mélange d'acide phosphorique, d'acide nitrique et de nitrite de cuivre. Donc, ce qu'on appelle communément l'alchimise. Donc, cette solution-là permet de faire l'effet de brillantage qui va donc faire en sorte que la pièce puisse avoir un aspect plus brillant après l'anodisation. L'image que vous avez ici est une représentation de la couche d'alumine sur l'aluminium exposée au produit de brillantage. Vous remarquez la partie la plus foncée qui représente ce qu'on appelle la couche visqueuse, produite par le mélange qui permet le brillantage. Donc, vous remarquez les aspérités de la couche d'alumine qui est en blanc, avec les sommets et les creux. Et le produit de brillantage crée une couche visqueuse qui va protéger les creux de la couche d'alumine et exposer à l'inverse les sommets au produit qui va réussir à dissoudre la couche d'alumine. Donc au final, ce que ça produit, c'est un lissage ou une égalisation de l'épaisseur de la couche d'alumine en protégeant les creux et en exposant au produit les sommets. Vous avez dans cette diapositive une explication encore plus complète du processus de brillantage par l'intervention du dégagement gazeux lors du procédé de brillantage électrolytique. Donc, les bulles de gaz qui sont produites sur les surfaces lors du polissage, elles ont tendance à s'échapper le long des lignes de la plus grande pente et détruisent la couche visqueuse en roulant sur le cheminement. Elle aide de plus à l'érosion plus rapide des reliefs. Donc, c'est un deuxième processus qui permet, encore une fois, d'aplanir les sommets de la couche d'alumine tout en protégeant les creux de manière à obtenir au final une épaisseur d'alumine plus uniforme, donc macroscopiquement un aspect plus brillant éventuellement de la couche d'alumine après anodisation. On évalue la qualité du brillantage selon 4 critères. Donc, l'efficacité du procédé est définie comme la diminution de rugosité par unité d'épaisseur. Elle est influencée par la vitesse de formation et de dissolution du bain, le taux de diffusion, le gradient de concentration du bain, ainsi que la viscosité du bain. Après le brillantage, nous sommes maintenant prêts à effectuer, proprement dit, l'opération d'anodisation. Donc, l'anodisation s'effectue dans une cellule électrochimique qui ressemble tout à fait à celles qui sont utilisées pour les procédés de plaquage, pour le zinc ou le chrome par exemple. À l'inverse des procédés de plaquage, dans lesquels la pièce à plaquer représente la cathode, donc l'électrode dans laquelle les électrons sont acheminés, dans l'anodisation, c'est l'inverse. La pièce à traiter joue le rôle de l'anode. Et sur cette anode est provoqué un dégagement d'oxygène par l'application de la tension électrique entre la pièce, en l'occurrence l'anode, et une cathode inerte généralement. Donc, l'oxygène
qui est créé à la surface de la pièce anodisée va donc oxyder en retour les premiers atomes de la couche de la pièce et former ainsi la couche passive, la couche d'oxyde, si c'est de l'aluminium. Donc, les premiers atomes d'aluminium exposés à une oxygène pure à 100% vont s'oxyder et former une couche plus épaisse et plus compacte d'alumine. Donc, vous avez ici un schéma très sommaire du circuit de procédé de la cellule électrochimique. Donc, vous voyez le bain en bas. Ça peut être un bain d'acide sulfurique. Et vous avez la représentation de la pièce à traiter qui est à gauche, l'anode. La cathode qui est représentée plus à droite, plongée elle aussi dans l'électrolyte. L'anode et la cathode sont reliées par la source de courant, donc pour l'application du potentiel. Donc on est ici bel et bien un circuit fermé. Et très généralement, la nature de la cathode utilisée dans le cas des bains d'acide sulfurique, c'est le plomb. Et le plomb est inerte dans le procédé, c'est-à-dire qu'il ne se dissout pas, il ne fait que permettre une réaction de réduction à la cathode de façon en retour à permettre une réaction d'oxydation à l'anode. Ici, on mentionne simplement le fait que, comme tout procédé électrolytique, il faut tâcher de diminuer le plus possible les résistances dues au circuit, dues à l'électrolyte surtout, pour faire en sorte que le procédé exige le moins d'énergie possible et donc soit le plus rentable possible. Et pour ce faire, on va attacher une importance, une attention particulière à la composition chimique de l'électrolyte. Donc l'électrolyte doit être fortement conductrice et permettre facilement les réactions d'oxydation, d'oxydoréduction euh, à l'anode et à la cathode. Le plus souvent dans l'industrie, lorsque on procède à l'anodisation de l'aluminium, le bain utilisé est un mélange d'eau et d'acide sulfurique. Et la concentration en acide est assez élevée. Elle doit se situer autour de 150 grammes d'acide par litre de solution. Lorsque la pièce anodisée est plongée dans l'électrolyte et que la cathode de plomb est aussi plongée, on applique une différence de potentiel avec une source de courant. Et il y a automatiquement certaines réactions d'oxydoréduction selon le potentiel qui est utilisé qui vont être favorisées à la surface de la cathode de plomb et à la surface de la pièce à anodiser. Alors, que se passe-t-il exactement à la surface de la pièce à anodiser, donc à l'anode, dans le circuit d'anodisation? Donc, le potentiel électrique permet la décomposition des molécules d'eau, parce que rappelons que c'est une solution aqueuse d'acide sulfurique, et la molécule d'eau va être brisée en émettant des protons et de l'oxygène gazeux. Donc, voyez, la nature de l'acide, elle est préservée lors de la réaction parce qu'en brisant les molécules d'eau, on génère des protons. Et la molécule d'oxygène se retrouve sous sa forme gazeuse à l'état pur à la surface de la pièce, là où a lieu cette réaction. Et immédiatement, les premiers atomes de surface sont exposés à cet oxygène-là qui est pur. Et les 4 électrons vont être acheminés, eux, à la cathode de plomb et réaliser une autre réaction, une réaction de réduction. L'oxygène, qui est donc créé par la décomposition des molécules d'eau à la surface de la pièce à traiter, se retrouve immédiatement en contact avec les couches d'atomes d'aluminium de la pièce. Et immédiatement après, il y a une deuxième réaction qui a lieu, donc l'oxydation du métal pour former l'oxyde. Dans le cas de l'aluminium, donc 4 atomes d'aluminium vont réagir avec 3 molécules d'oxygène pour former 2 molécules d'alumine. C'est la couche d'oxyde de l'aluminium. C'est donc l'anodisation qui a lieu.
Pour la plupart des opérations d'anodisation en fonction du métal anodisé, la réaction à l'anode de décomposition de l'eau est toujours vraie. Par contre, tout dépendant du métal, bien entendu, on va donner lieu à différents oxydes, comme par exemple lorsqu'on réalise l'anodisation du titane, c'est encore de l'oxygène qui est généré à la surface de la pièce de titane, mais cette fois-ci, le titane réagit avec cet oxygène-là pour former son propre oxyde. Donc, dans le cas du titane, c'est le TiO2, qui est une molécule extrêmement stable et qui assure une très forte résistance à la corrosion euh, des pièces en titane. Donc, rappelons que le titane lui-même est très facilement oxydable, donc ce qui lui permet de très facilement former sa couche d'oxyde, mais les propriétés de cette molécule-là, le TiO2, font en sorte qu'il est extrêmement résistant à tout ce qui est réaction qui pourrait arriver à le réduire. Donc de sorte que au global, les pièces en titane sont réputées comme étant extrêmement résistantes à la corrosion, même dans des milieux fortement corrosifs. Donc, je vais vous expliquer dans l'essentiel les bases de l'anodisation. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque, par exemple, l'aluminium est en contact avec l'air ambiant, il y a de l'oxygène dans l'air à hauteur d'environ 20 à 21%. Mais lorsqu'on expose une pièce d'aluminium à euh, un milieu d'oxygène pur, à une pression aussi qui est plus élevée, la réaction d'oxydation est beaucoup plus efficace. Et donc, c'est ce qui permet de créer une couche passive, une couche d'oxyde plus compacte et aussi plus épaisse. Ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ce n'est pas tous les métaux qui se prêtent à l'anodisation. L'acier, par exemple, est un des métaux qui ne s'anodise pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que l'anodisation puisse être réalisable, le métal doit en retour être facilement oxydable. Donc c'est le cas du titane, c'est le cas de l'aluminium, c'est le cas du magnésium, qui sont des exemples de métaux qu'on utilise souvent pour faire des pièces structurelles dans des assemblages mécaniques ou des pièces de structure que l'on anodise souvent dans le but, entre autres, comme on l'a vu précédemment, d'améliorer la résistance à la corrosion ou la résistance à l'usure. Donc, c'est cette propension à s'oxyder facilement et rapidement qui rend, par exemple, l'aluminium apte à subir l'anodisation de manière efficace. Nous avons remarqué que la réaction à l'anode émettait non seulement de l'oxygène gazeux, mais la réaction générait aussi des protons, des ions H+, ainsi que des électrons se rendant à la cathode. Donc, comme tout processus électrochimique, tous les ions positifs dans l'électrolyte sont attirés vers la cathode. Parce que dans la cathode, on accumule des électrons négatifs. Donc, on sait qu'en électricité et en chimie, euh, les charges positives sont attirées par les charges négatives. Donc, étant donné qu'on est en condition très acide dans le bain, on est donc en forte présence d'ions H+ à l'intérieur du bain, et ces ions H+-là vont donc être forcément attirés par la cathode de plomb qui est utilisée dans la cellule d'anodisation. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a des ions H+ accumulés à la surface de la cathode de plomb? Eh bien, les électrons qui proviennent de la pièce à anodiser vont immédiatement réagir avec les ions H+ pour former un autre gaz, en l'occurrence ici l'hydrogène gazeux. Donc, en résumé, lorsqu'on effectue l'anodisation en cellule électrochimique, il y a deux gaz à générer. À l'anode, il y a l'oxygène qui permet l'oxydation du métal et la formation de la couche passive, donc l'anodisation proprement dit. Et il y a aussi à la cathode un deuxième gaz, en l'occurrence l'hydrogène. On regroupe ensemble les deux réactions, soit à l'anode et à la cathode, et on en arrive à une réaction globale qui décrit à elle seule le phénomène d'anodisation sur l'aluminium en cellule électrochimique.
Donc, elle se résume ainsi. Pour faire l'ionisation, trois molécules d'eau vont réagir avec 2 atomes d'aluminium pour former une molécule d'alumine et 3 molécules d'hydrogène. Si on s'intéresse aussi à la réaction globale qui a lieu dans l'anodisation du titane, ben, c'est le même principe. On a encore des molécules d'eau qui réagissent avec le titane pour former la couche passive d'oxyde de titane accompagnée d'une formation d'hydrogène à la cathode. Nous avons vu plus tôt qu'il existait plusieurs types d'électrolytes qui pouvaient permettre l'anodisation des métaux. Entre autres, sur l'aluminium, il y a 3 procédés différents, mais on pourrait être capable de comparer ces différents procédés-là selon la nature du bain utilisé, de par leur type d'action qu'ils vont faire pendant l'opération d'anodisation sur la pièce. Donc, il y a 3 sortes d'électrolytes. Il y a des électrolytes avec action de dissolution, sans action de dissolution et avec action faiblement dissolvante. De quoi on parle par action de dissolution? C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électrolyte, oui, permet de fournir les ingrédients et la conductivité électrique permettant les réactions d'oxydoréduction, donc formation d'oxygène sur la pièce, entre autres, pour permettre l'oxydation du métal et la formation de la couche passive. Mais il faut comprendre aussi que le même électrolyte peut avoir une certaine action sur la dissolution de cette couche-là. Il peut donc y avoir compétition, c'est-à-dire formation de la couche d'oxyde, mais aussi une action inverse, c'est-à-dire une dissolution de cette couche d'oxyde-là. Donc, c'est ce qu'on entend par action de dissolution. Et il y a d'autres phénomènes qui ont lieu dans le cas d'un électrolyte sans action de dissolution. Donc, un électrolyte sans action de dissolution, c'est un électrolyte dont les ingrédients n'exercent aucune oxydation ou détérioration de la couche passive qui est formée durant l'anodisation. Donc, il va seulement y avoir la formation du film adhérent et non conducteur. C'est important de préciser que les couches d'oxyde qui sont formées ne conduisent pas le courant. Et ce qui fait en sorte que, au fil du temps, lorsque la tension est appliquée, eh bien, parce qu'il y a eu une formation d'une couche d'oxyde non conductrice de courant, le processus d'ionisation s'arrête de lui-même lorsque la couche d'oxyde a atteint une certaine épaisseur et que sa résistance électrique devient maximum. Donc, le courant ne peut plus passer. Et un électrolyte sans action de dissolution ne permet donc pas une certaine dissolution de la couche résistive qui permettrait à l'ionisation de pouvoir se poursuivre plus longtemps et d'obtenir une couche plus épaisse. C'est le cas de l'acide borique, tartrique, du carbonate de sodium et du phosphate disodique comme nature de bain électrolytique. Donc, ce sont des bains qui permettent uniquement la formation de l'oxygène à l'anode et qui assurent une certaine conductivité du bain, mais n'exercent aucune action dissolvante sur la couche passive. À l'inverse, si vous avez un bain qui est mal ajusté ou dont le choix s'est avéré non judicieux, le bain aura une action de dissolution. Et au final, vous ne réussirez jamais à obtenir une couche d'oxyde puisque le bain attaque au fur et à mesure que la couche se forme, le bain va dissoudre la couche formée. Donc, il n'y aura aucun résultat d'ionisation avec un bain avec action de dissolution. Ce serait le cas, par exemple, si on tenterait de faire l'anodisation avec un bain d'acide chlorhydrique. Généralement, ce qui donne les meilleurs résultats, donc, c'est un bain avec une action faiblement dissolvante. Donc, on veut d'une part réaliser l'anodisation, obtenir au final une couche d'oxyde suffisamment épaisse. Il faut donc que l'électrolyte ne dissolve pas trop la couche formée, mais on veut aussi que le courant puisse continuer à passer de façon à obtenir une couche la plus épaisse possible.
Donc, il faudra assurer une certaine dissolution de la couche pour permettre un passage du courant euh, jusqu'à une épaisseur assez importante. Donc, il faut un équilibre entre la formation de la couche et sa dissolution. Et on arrive à ce résultat-là en utilisant, par exemple, un électrolyte à base d'acide sulfurique à une concentration, comme on l'a vu, de 150 grammes par litre. On peut obtenir aussi un bain avec action faiblement dissolvante avec de l'acide chromique ou de l'acide phosphorique.